Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Nous sommes le jeudi 7 juin. Tout de suite, les titres de cette édition. L'événement a réuni les acteurs majeurs de la mobilité et de l'automobile. L'Imagine Mobility Forum se tenait aujourd'hui sur le campus de l'Estaca, Montigny-le-Bretonneux. 300 professionnels et experts présents à ce rendez-vous de l'innovation proposé par le pôle Moveo. C'était le premier du genre à Saint-Quentin en Yvelines. Le salon Santé et Bien-être a réuni plus de 500 visiteurs à la ferme du Manet. Stand, conférences, animations et une signature également pour terminer la journée, celle du deuxième contrat local de santé du territoire. Et puis elle souffle cette année sa 40e bougie. La résidence Jean Fourcassa de Trappes accueille des personnes âgées autonomes, un lieu qui, vous le verrez, a évolué depuis sa création en 1968. Dans ce journal, deux invités également à suivre. Benjamin Schroun, président de l'école de la deuxième chance du Val d'Oise. Elle a repris en gestion récemment son homologue des Yvelines. Et puis Olivier Janouex, responsable du centre d'information Europe Direct, c'est à Saint-Germain-en-Laye. Après une nouvelle journée de mobilisation ce jeudi, la grève des cheminots se poursuit demain à la SNCF. Vos prévisions, si vous partez ou arrivez dans l'une des gares de Saint-Quentin en Yvelines, elles sont habituelles en ce moment. Trafic réduit de moitié, c'est un train sur deux pour le RERC et les lignes N et U du Transilien. Anticipez un maximum vos trajets. Les horaires de vos trains sont à consulter sur le site transilien.com. Le campus de l'Estaca à Montigny-le-Bretonneux accueillait toute la journée le forum Imagine Mobility, l'événement annuel du pôle Moveo qui rassemble près de 300 acteurs des filières de l'automobile et du transport, avec comme thématique les innovations et la mobilité du futur. Nicolas Dandry et Clémence Ternier. Donc le principe, c'est le robot me suit et porte la charge à ma place, puisque donc dans le robot, je suis capable d'installer ce que je veux. Capables de porter des charges de plus de 40 kg, ces robots collaboratifs sont utilisés pour faciliter les déplacements dans les usines, des produits vendus notamment dans le secteur automobile et aéronautique. Une fois qu'il a repéré son environnement, il devient autonome. C'est-à-dire que j'ai plus cette télécommande et le robot, il suffit sur une carte, sur un smartphone, en fait, de programmer une destination et le robot va aller tout seul à cette destination. Des équipements présentés dans ce forum Imagine Mobility sur le campus de l'Estaca. Organisé par le pôle de compétitivité Moveo, cette structure veut faciliter les échanges entre les grandes entreprises, les PME et les collectivités. On se rend compte aujourd'hui que pour innover, la puissance d'un grand groupe donne des moyens, mais l'agilité des startups ou des PME, et plus besoin de le démontrer, c'est ça qui crée souvent l'élan pour innover. Nous aujourd'hui, investir pour la mobilité, c'est investir dans l'avenir de notre département, parce que c'est ce qui fera l'attractivité de notre territoire, parce que sans mobilité, sans transport, un territoire n'est rien. Donc la mobilité, c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui de prévoir notre territoire de demain, de prévoir aussi tout son développement économique. Les laboratoires représentés aussi lors de cette journée. Des doctorants de l'Estaca ont présenté leurs travaux. Énergie propre, véhicules autonomes, qualité de l'air, des thématiques de recherche. On s'inspire en tous les cas de ces problématiques-là pour donner des projets, faire contribuer les étudiants Estaca à l'aboutissement de ce genre de projet. Une dizaine de projets de recherche collaboratifs menés par des étudiants de l'Estaca ont reçu le label Moveo. L'actualité, en bref, peut être le début d'une pénurie. La FDSEA et les jeunes agriculteurs vont bloquer des raffineries et dépôts de carburant à partir de dimanche. 13 sites à travers la France, dont celui de Coignères, sont concernés. Une action pour protester contre la politique agricole du gouvernement et de la Commission européenne, notamment sur les importations d'huile de palme. Concurrence déloyale selon les exploitants face aux productions françaises de colza et de tournesol. Le blocage des raffineries et dépôts devrait durer jusqu'au 13 juin au moins. Ils sont des dizaines concernés dans le département. Des candidats au permis de conduire se retrouvent aujourd'hui dans l'incapacité de poursuivre leur formation pourtant payée. 7 auto-écoles yvelinoises qui dépendent de 3 entreprises différentes ont été placées en liquidation judiciaire fin mai. Certaines ont tout de même continué à encaisser des inscriptions. Les candidats lésés doivent se rendre à Versailles pour récupérer leur dossier auprès du mandataire judiciaire. Ils ont la possibilité de déposer une plainte auprès du tribunal de grande instance ou de saisir le juge civil pour un éventuel remboursement.
Du changement du côté de l'école de la deuxième chance des Yvelines. Depuis début mai, elle a été reprise en gestion par son homologue du Val d'Oise. Bonsoir Benjamin Schroen. Bonsoir. Vous êtes le président de cette école de la deuxième chance, dorénavant qui s'étend sur le territoire des Yvelines et du Val d'Oise. Alors cette reprise en gestion a été finalement effectuée pour des raisons financières. Est-ce que l'école de la deuxième chance des Yvelines était menacée de disparition? Alors, elle était menacée à deux titres. D'une part, le bureau de l'école avait démissionné. Donc l'école, depuis début mars, n'avait plus de président, de trésorier, etc. Ce qui mettait en péril sa gestion quotidienne et avait du mal à boucler son budget pour l'année 2018. Donc les financeurs, soit le département, la région, la préfecture, sont venus par mois pour essayer de trouver une solution. Et donc en un mois, on a créé un modèle où on va mutualiser les fonctions de support, c'est-à-dire le directeur général, la directrice administrative financière, etc., pour redonner un nouvel élan à l'école. Alors il y a une solution de réorganisation, bien sûr, mais il y a aussi de nouveaux projets qu'on va lancer dès maintenant. On aura l'occasion d'en reparler juste après. Pourquoi fallait-il la sauver, cette école de la deuxième chance des Yvelines? Parce que c'est un outil formidable, les écoles de la deuxième chance. Pour vous résumer, c'est... vous avez entre 18 et 25 ans, vous n'avez pas de diplôme, pas de formation, mais vous avez un truc. Vous avez envie d'avoir un projet professionnel. Et nous, on va vous accompagner pour ce projet professionnel. On va vous aider à le développer, vous aider à vous former, vous trouver une entreprise. C'est des jeunes qui sont moitié en formation, moitié à l'école. Ça repose sur l'alternance avec des stages en entreprise. Tout à fait. Notamment. Ce sont des jeunes qui sont des stagiaires de la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'ils sont rémunérés le temps qu'ils sont à l'école. Et nous, notre but, c'est un peu de faire éclore leurs projets. Comme on dit souvent, dans nos quartiers, on a des pépites. Il faut un peu les aider à éclore, c'est notre métier. Ce sont des jeunes qui ont parfois perdu confiance en eux aussi? Ils ont perdu confiance en eux, ils ont perdu confiance au système éducatif, ils ont fait un peu tous les dispositifs sans vraiment trouver leur voie, et nous on va les aider à trouver leur voie. Avant de parler de ces projets dont vous nous disiez deux mots il y a un instant, qu'est-ce que ça change concrètement d'avoir une école maintenant avec un territoire plus étendu sur le Val d'Oise et sur les Yvelines? Ça crée des synergies. Ça permet aux jeunes de Conflans d'aller à Cergy plus facilement, puisque c'est les mêmes structures aujourd'hui. Ça va créer plus de mobilité auprès des jeunes, parce qu'ils vont pouvoir aller d'un département à l'autre. Et puis ça nous permet aussi d'avoir des projets d'envergure plus importants qu'on ne pouvait pas faire seul avant, et que maintenant on va pouvoir faire. 3 sites existent aujourd'hui sur le département des Yvelines, au Mureaux, à Magnanville et à Trappes. Est-ce que votre stratégie, c'est de conserver ces 3 sites, peut-être réorganiser la carte de vos implantations sur le territoire? Alors, l'idée, c'est de mettre les sites à côté des transports, au cœur de ville. Donc là, on est en train de discuter avec pas mal d'acteurs, soit les collectivités, à Merson, par exemple, pour le centre commercial qui est pas loin d'ici, pour réimplanter les écoles. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, à Cergy-Pontoise, l'école est dans le centre commercial des Trois Fontaines. Ça nous permet derrière de faire des boutiques écoles, c'est-à-dire que des boutiques que nous, on gère avec nos jeunes. C'est de la formation pratique et pas théorique, et ça permet à nos jeunes de se faire débaucher par les boutiques d'à côté pour trouver un CDI. Emerson, qui est propriétaire notamment de l'espace Saint-Quentin, le centre commercial à Montigny-le-Bretonneux. Vous le disiez, une formation basée sur l'alternance. Combien de temps va durer la formation de ces jeunes? Alors, c'est entre 6 et 8 mois. Nous, le but, c'est qu'ils trouvent une formation ou un boulot le plus rapidement possible. Donc nous, on les suit entre 6 et 8 mois. Et après, il y a un an de poste suivi. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est dans l'entreprise, on va encore le suivre pour l'accompagner, pour voir s'il n'y a pas de difficulté avec le chef d'entreprise. Donc c'est 6 à 8 mois dans l'école et un an de poste suivi. Du côté des Yvelines, 400 jeunes passent chaque année par l'école de la deuxième chance. Le taux de sortie positive, donc avec un emploi ou une formation à la fin de ce cursus, est de 60% actuellement. Quels sont vos objectifs? C'est d'augmenter ce taux de sortie positive? Aujourd'hui, dans le Val d'Oise, on a 73%. C'est d'arriver au minimum à 73% et de tirer les deux écoles vers le haut. Pour ça, on va mettre en place dès la rentrée des modules métiers, c'est-à-dire qu'on va faire des coups-fils. Donc les jeunes, on va les amener vers des métiers. Exemple, le numérique, la fibre, l'installation de fibre. 30 000 emplois par an sur l'installation de fibre en France. Donc il y a du boulot. Et puis en plus, on va mettre en place, et ça rebondit sur votre reportage d'avant, tous nos jeunes, à partir de maintenant, vont passer le code gratuitement dans notre école. Ce sera dans leur formation. Et on va lancer un test à la rentrée pour le permis de conduire, avec un tiers financement par le jeune, un tiers en test avec la région et un tiers, j'espère, avec le département ou d'autres collectivités qui puissent nous aider. Ce sera un permis en intensif qu'on a réussi à développer à 700 €.
Vous parliez du numérique aujourd'hui, de se positionner sur ce secteur, c'est primordial, c'est des métiers qui vont embaucher, qui embauchent déjà, mais qui vont embaucher de plus en plus à l'avenir. C'est des métiers qui embauchent de plus en plus. Nos jeunes, ils sont malins, intelligents. Ils arrivent, nous, on va monter et on va demander le label, et on est en train de le faire pour les Yvelines, une grande école du numérique dans les Yvelines, avec l'école de la deuxième chance des Yvelines, où là, on va avoir tout ce qui est programmation, installation de fibres, pilotage de drones, etc. L'école de la deuxième chance, vous l'avez dit, concerne les 18-25 ans. Est-ce que l'idée, c'est aussi peut-être de regarder plus jeune, la tranche d'âge adolescente, par exemple? Tout à fait. On a répondu aux appels à projets de la région et des différentes collectivités. On va faire un SAS, on appelle ça les décrocheurs, donc à partir de 16 ans, et on pourra peut-être descendre, suivant les appels à projets, jusqu'à 14 ans, où là, on va les accompagner. Soit un retour vers la première chance, c'est-à-dire l'éducation, soit vers un CFA, un lycée pro, soit venir à l'école de la deuxième chance parce qu'ils ont besoin de créer un projet professionnel. Mais on va faire tomber cette digue du majeur-mineur dès la rentrée prochaine. Oui, ces élèves qui sont parfois en décrochage scolaire, c'est important d'intervenir aux plus jeunes, dès l'âge de 14 ans par exemple. Tout à fait. Et nous, on a une particularité, c'est qu'on n'intervient pas avec des pédagogues. Ce n'est pas des pédagogues qui vont intervenir. Nous, c'est des commerciaux. Parce que souvent, ils en ont marre des cours, etc. C'est pas ça qu'il leur faut. Ce qu'il leur faut, c'est un peu de coaching. Et ça, des gens qui ont fait qui ont été commerciaux sont très bons pour ça. Et c'est pour ça qu'en phase 2, on va mettre des commerciaux. Et pour retrouver toutes les informations sur l'école de la deuxième chance des Yvelines et du Val d'Oise, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Benjamin Schroen d'avoir été avec nous, président de cette école de la deuxième chance du Val d'Oise et des Yvelines. Une quarantaine de professionnels et associations réunis hier mercredi. Le premier salon de la santé et du bien-être de Saint-Quentin en Yvelines était au programme. Un événement mis en place par l'Institut de promotion de la santé. 500 personnes ont fait le déplacement à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux. Reportage de Camille Lambert et Toki Nirilanto. À Saint-Quentin en Yvelines, plus de 50% des médecins généralistes vont partir à la retraite dans les prochaines années. Pour pallier la désertification médicale sur son territoire, l'agglomération a signé son deuxième contrat local de santé avec ses partenaires, notamment l'Agence régionale de santé et la préfecture des Yvelines. Travailler vraiment l'offre de soins, former des médecins, faire en sorte que les médecins, les jeunes médecins, les étudiants en médecine de l'université, qu'ils puissent rester sur le territoire, qu'ils puissent exercer sur le territoire. Il y a une centaine de professionnels de santé qu'il va falloir faire venir sur le territoire dans les 5 à 7 ans à venir. Une signature qui se tenait à l'occasion du premier salon du bien-être organisé par l'agglomération. Une quarantaine d'exposants étaient présents à la ferme du Manet, comme cette maison des géants pour prévenir les risques domestiques ou cet atelier pour réaliser son propre dentifrice. L'argile, on va en mettre un petit peu. Et j'en mettais beaucoup. Argile blanche, bicarbonate de soude, quelques gouttes d'huile essentielle et un peu d'eau, des ingrédients naturels. On utilise tous au quotidien, que ce soit savon, shampoing, maquillage, dentifrice, voilà, c'est des produits qu'on utilise au quotidien. Et l'idée, c'est d'essayer de creuser un peu, on les utilise, mais qu'est-ce qu'il y a concrètement à l'intérieur? Développer la connaissance sur le domaine de la prévention pour les enfants, pour les sensibiliser à l'environnement et puis la santé, très important. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la plupart des maladies chroniques comme le diabète ou certains cancers seraient directement liées à nos modes de vie. Pour sa première édition, ce salon a attiré plus de 500 visiteurs. Vous allez développer cette année en France une action ou un événement sur l'Union européenne. Eh bien, sachez qu'il est possible d'être aidé financièrement. La représentation en France de la Commission européenne a lancé un appel à propositions pour identifier et soutenir ces projets. On en parle tout de suite avec notre deuxième invité, Olivier Janouex. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable du centre d'information Europe Direct. Il est situé à Saint-Germain-en-Laye. Alors avant qu'on présente cet appel à propositions, ce programme d'aide, qu'est-ce qu'un centre d'information Europe Direct ? Donc les centres d'information Europe Direct, ce sont des relais d'information locaux qui ont été mis en place par la Commission européenne parce qu'elle s'est rendue compte qu'au fil des différentes études qu'elle a menées, que les gens
savait peu de choses sur l'Union européenne, et donc elle a justement décidé de remédier à ce problème en mettant justement en place des CIED qui sont en fait donc hébergés par différentes structures. Donc dans les Yvelines, le CIED à Saint-Germain-en-Laye est hébergé par la Maison de l'Europe des Yvelines. L'idée, c'est d'être un véritable relais local finalement de la Commission européenne sur un territoire comme les Yvelines. Exactement. La plupart du temps, quand les gens entendent parler d'Europe, ils se disent oui, c'est loin, c'est Bruxelles et ainsi de suite, alors que nous, en fait, il y a, en fonction du département et en fonction du lieu où on se trouve, parfois il y a une structure à proximité, et on va dire qu'il y a juste à ouvrir la porte d'entrée pour pouvoir obtenir des renseignements, que ce soit par exemple sur comment on fait ses études à l'étranger, pour connaître ses droits de citoyen européen et ainsi de suite. Et quelles sont vos missions justement? Il y a cette mission d'information, est-ce qu'il y en a d'autres missions? Alors au niveau de nos autres, alors oui, principalement on a cette mission d'information. Alors après, moi au niveau des activités, j'ai d'autres activités dans le cadre de la Maison de l'Europe. Je participe par exemple, j'anime des animations, ça peut être à destination des jeunes à destination des jeunes en collège ou lycée. Ça peut être aussi animer des ateliers qu'on fait par exemple pour les demandeurs d'emploi. Donc voilà, c'est le domaine associatif. On a l'avantage d'avoir une gamme d'activités qui est assez vaste. Et aussi informer, du coup vous le disiez, sur des programmes existants, comme on va le présenter dans un instant, informer les Yvelinois sur les différents programmes européens qui peuvent exister. Exactement, parce que la plupart du temps, les programmes européens sont ouverts à beaucoup de monde, et la formation, on va dire, est un peu difficile d'accès parce que c'est souvent rédigé selon du jargon européen. Et il faut toujours une personne qui soit là pour pouvoir justement traduire en termes compréhensibles par le grand public. Et aujourd'hui, c'est mon rôle. D'accord. Alors, un appel à proposition a été lancé. La date limite du dépôt des dossiers, c'est le 25 juin. Ça va arriver vite. Alors, la représentation en France de la Commission européenne va identifier puis soutenir des actions et événements qui se déroulent en France et qui parlent de l'UE. Expliquez-nous un peu le concept de ce programme. Alors en fait, il y a beaucoup d'acteurs, que ce soit par exemple des ONG, des collectivités, des établissements et ainsi de suite, qui aimeraient faire des activités en lien avec l'Union européenne, mais pour X ou Y raison, ça coûte de l'argent, ça coûte cher. Par exemple, si vous organisez une conférence, faut louer la salle, faut louer les techniciens, si vous prévoyez par exemple à manger après pour les différents invités et ainsi de suite. Si vous faites venir des personnes de l'extérieur, il faut leur payer les transports ainsi que la chambre d'hôtel. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc l'objectif de la représentation, c'est justement de venir en aide à ces structures qui souhaitent organiser justement ces événements pour parler d'Union européenne, tout simplement en les soutenant financièrement et en permettant que ces événements puissent se dérouler. L'an passé déjà, plusieurs lauréats franciliens ont pu être aidés dans leurs actions et événements sur l'Europe. Exemple, le média Euractiv qui a développé un projet avec les jeunes. Regardez. Nous, on s'est installé à Pantin, au Media Lab 93, qui est une structure en Seine-Saint-Denis qui accueille des projets médias et culturels. Et on va travailler avec eux pour faire des reportages à des jeunes de Seine-Saint-Denis dans des lycées, dans des structures de retour à l'emploi et aussi avec des étudiants. On va leur faire des reportages sur où est l'Europe autour d'eux, qu'est-ce qu'ils identifient d'Européens, comment ils voient l'Europe, pour essayer de leur montrer que l'Europe, c'est un projet qui devrait les intéresser. Olivier Jadouex, concrètement, quel type de projets et actions peuvent être soutenus? Est-ce que c'est large finalement, tout événement qui va faire de la communication institutionnelle sur l'Union européenne peut être concerné? Oui, c'est très large. C'est surtout en fait ça va être surtout en fait les caractéristiques de l'événement qui vont être importantes. On cherche surtout des événements qui sont pédagogiques, donc où on est loin, par exemple, de format barbant où on donne des informations aux citoyens et après c'est le citoyen qui garde pour lui. On cherche surtout des événements qui sont interactifs où les citoyens peuvent justement se faire entendre et faire valoir et où ils peuvent justement faire valoir leur opinion. D'accord. Donc après, sur le format de l'événement, on s'est rendu compte que par rapport aux lauréats de l'année passée, on a tout un tas d'événements, on a tout un tas de formats d'événements assez variés. On a par exemple une série on peut avoir des conférences, on a des pièces de théâtre qui ont été financées, on a des émissions de télé et de radio avec parfois le financement d'une émission complète, soit parfois le financement de petites pastilles ou de chroniques au sein de l'émission. Donc c'est assez vaste. Et à quelle hauteur on peut être financé? Ça dépend aussi du projet?
Alors, ça dépend du projet. Il y a trois paliers de financement. Il y a un premier palier de financement à 10 000 €, il y a un deuxième palier de financement à 25 000 et il y a un troisième palier de financement à 45 000. Alors, après, en fonction du palier de financement que vous choisissez, vous avez différents objectifs. Donc, par exemple, atteindre tant de personnes pour tel palier, atteindre plus de personnes pour un autre palier, et ainsi de suite. Après, voilà, l'objectif, c'est en fonction du projet qu'on a, c'est d'essayer de se situer par rapport au meilleur palier qui pourrait justement répondre à nos besoins. Dernière minute de cet entretien, justement, comment fait-on pour candidater ? La date de limite du dépôt des dossiers, c'est le 25 juin. Alors voilà, la date de dépôt de limite, c'est le 25 juin. Alors il y a c'est un petit dossier de candidature à télécharger sur le site de la Commission européenne en France. Le site s'affiche d'ailleurs actuellement. Donc c'est un petit dossier qui fait une dizaine de pages, qui est assez simple à remplir. Donc il suffit de le télécharger, de le remplir. Voilà, c'est des questions et on répond aux questions. Très bien, merci Olivier Janouex d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le responsable du centre d'information Europe Direct. Il est situé à Saint-Germain-en-Laye. Et pour plus d'informations d'ailleurs sur ce centre Europe Direct, vous pouvez aller sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. À Trappes, la résidence Jean Fourcassa fête cette année ses 40 ans. Cette maison de retraite non médicalisée accueille des personnes âgées autonomes de plus de 60 ans. Et le personnel ne ménage pas ses efforts pour prendre soin des seniors avec de nombreuses activités et ateliers. Reportage de Nicolas Dandry et Toki Nirilanto. Vous avez l'aquarium là, vous avez vu dans l'aquarium, c'est le même terrain au fond. Ça fonctionne très bien pour les plantes, les racines tout placées, etc. Apprendre à cultiver des bonsaïs aux personnes âgées, dans la résidence Fourcassa, c'est une des occupations proposées, aux côtés notamment de la cuisine ou d'ateliers web. Des initiatives accueillies positivement par les résidents. Vous voyez, j'ai moi-même des petits bonsaïs que j'avais eus par Monsieur Gokula, mais ils sont en piteux état comparé aux siens. Non, mais c'est très intéressant. C'est bien, ça fait 3 ans que je suis là, je suis bien. Ici, l'autonomie est la règle. Les seniors disposent d'une certaine liberté. Ils organisent leur programme comme ils l'entendent, mais quelques services obligatoires leur sont tout de même fournis. Le fait qu'on soit résidence autonomie fait que l'on doit proposer des prestations obligatoires. C'est-à-dire que ça permet aux gens d'être, alors pas sous surveillance, mais disons qu'elles sont dans un milieu sécurisé 24 heures sur 24, y compris donc les week-ends. La résidence Fourcassa a évolué depuis 1978. Aujourd'hui, les personnes âgées ont leur propre appartement. Elles l'aménagent à leur convenance. Les résidents peuvent y recevoir leurs proches. J'ai ma chambre qui est enfin ici. La partie là-bas, c'est la partie cuisine. Sachant que vous êtes ici dans un appartement où moi je ne cuisine pas. L'établissement est géré par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Il accueille 63 personnes âgées de plus de 60 ans. Un mot de golf après le numéro 1 mondial. Justin Thomas, c'est une autre star qui foulera les greens du golf national de Saint-Quentin en Yvelines pour l'Open de France fin juin. Il s'agit de l'Espagnol Sergio Garcia, vainqueur du Masters en 2017 et de 32 titres sur les circuits mondiaux. Il a officialisé sa présence au tournoi français à quelques mois de la Ryder Cup. Ce sera une grande première pour ce membre du top 15 mondial. Écoutez sa réaction publiée sur les réseaux sociaux. Je suis très excité d'annoncer ma venue au HNA Open de France à la fin du mois. J'ai une chance de jouer au golf national, un parcours incroyable qui va accueillir la Ryder Cup plus tard dans l'année. Enfin, je ne peux pas attendre de voir les fabuleux supporters français cette semaine-là et pour la Ryder Cup. Ensemble, on va essayer de ramener le trophée. J'ai hâte de vous voir là-bas. Prenez soin de vous. Et ce n'est pas la première fois que Sergio Garcia jouera un tournoi en français dans les Yvelines. L'Espagnol a participé à 5 reprises au trophée Lancôme entre 1995 et 2002. Un rendez-vous hébergé par le golf de Saint-Nom-la-Bretèche. Enfin, ils sont montés sur scène 27 lycéens de Montigny-le-Bretonneux et de Guyancourt. Ils ont joué à la ferme de Bel-et-Bas. Taisez-vous ou je tire, une pièce de Métis Navajo inspirée de la journée de la jupe. La fin, en somme, d'une année de travail pour ces jeunes qui a été présentée mardi. Mélanie Poquet y a assisté. Un lycée
lycée de banlieue, une professeure sans autorité et une arme introduite. Les apprentis comédiens sont des lycéens saint-quentinois. Ils jouent Taisez-vous ou je tire, une création de Métine Navajo. J'aimais bien que ça parle de nous, des lycéens. On est les premiers touchés parce qu'on est des élèves, on est sensible à tout ça. Au début, la pièce me semblait très compliquée et j'avais du mal à y faire parce que ça changeait beaucoup de ce qu'on avait vu dans les 2 précédents projets. Mais au fur et à mesure, on a appris à le travailler. Ils sont une trentaine à avoir répété toute l'année, en dehors de leur temps scolaire, un travail hebdomadaire pour les lycées Villaroy et Descartes, encadré par la troupe professionnelle d'Ugden Group. La pièce est forte, d'une part, elle parle de leur situation et de leurs préoccupations, puisque ça se passe dans un lycée, il y a des difficultés avec une prof, etc. etc. Et puis, d'autre part, le fait de jouer avec Villaroy aussi, ça leur a apporté beaucoup de choses. On a le même âge, et pourtant je sens faire 100 fois plus que toi. C'est essentiel. On ne peut pas apporter les mêmes choses en tant que professeur et en tant que metteur en scène, en tant que comédien. Donc chacun apporte sa pierre. Et c'est ensemble qu'on construit quelque chose. Et quand on est des professeurs différents, dans des lycées différents, on apporte aussi un regard différent sur les élèves. Un travail conclu par une date unique à la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt, avant pour certains de réfléchir à la prochaine création. Comme si on allait rester éternellement comme ça entre nous, otages, comme si plus personne ne se souvenait qu'on était là. C'est la fin de ce journal. Ne manquez pas, juste après, le 7-8 débat avec un nouveau présentateur aux commandes, Nicolas Kirillovitz. Belle soirée sur TV78.